marine vivante est non seulement une marine bien entraînée du point de vue du matériel et du personnel, mais aussi une marine qui se renouvelle par la mise en service de navires modernes venant relever les unités vieillies. C'est le cas de la marine française qui s'enrichit régulièrement dans chaque catégorie de navires neufs qui viennent augmenter son potentiel de combat. Mai 1940. Après la Pologne, la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique, les armées allemandes déferlent sur la France sans pouvoir être arrêtées, conduisant le pays dans le chaos et la défaite. S'effondrant en quelques semaines, la France fait appel au maréchal Pétain qui demande l'armistice le 17 juin. Alors que les institutions et l'armée s'effondrent, la marine française, elle, est intacte. Épargnés par les exigences nazies lors des négociations d'armistice, ces navires sont éparpillés des Antilles à l'Indochine, dont une partie importante à Mers-el-Kébir, près d'Oran, en Algérie française. Si la plupart des marins d'actifs sont résignés, beaucoup voudraient continuer le combat aux côtés des Britanniques. Le moral est faible, les dissensions et les dilemmes moraux perturbent les hommes. Pour les nombreux réservistes, désormais, la guerre est finie. Ils attendent de pouvoir rentrer chez eux. Mais le Premier ministre anglais, Winston Churchill, craint que cette flotte, ces navires de guerre puissants et modernes, ne tombent entre les mains d'Hitler. Début juillet, il lance l'opération Catapulte contre la flotte française. Ces navires devront rallier les Anglais ou être coulés. « 3 juillet 1940. Le soleil se lève sur le port militaire français d'Oran, Mers-el-Kébir. Le temps est superbe et il fait déjà très chaud. À bord du cuirassé Bretagne, le lieutenant de vaisseau Boutron, officier artillerie des pièces secondaires du navire, ressasse le conflit qu'il a eu la veille avec son commandant en second, le capitaine de frégate Rochas. Boutron veut partir, continuer la guerre, avec son navire, avec la marine. Cette marine moderne, belle et fière, qui n'a pas eu le temps de donner, comme on dit, l'une des plus puissantes de l'histoire de France. Mais la plupart des officiers s'en tiennent à ce qui tient encore, les ordres, la discipline, le nouveau gouvernement et l'amiral Darlan. Soudain, au-dessus de la cabine de Boutron, des pas irréguliers résonnent. Des marins courent dans les coursives, il se passe quelque chose. Sur tribord, Boutron voit le cuirassé Strasbourg rentrer ses bâches. Tout le monde prend les dispositions de combat. L'agitation est partout, et Boutron comprend en posant son regard sur l'horizon. Une escadre britannique croise au large du port. Une heure plus tôt, à 7h20 ce jour-là, le destroyer britannique Foxhound se présente seul devant le port français et envoie un message en morse lumineux vers toute la flotte française. Pour amiral Jean Soule, l'amirauté britannique envoie le capitaine de vaisseau Holland conférer avec vous. Dans la flotte, c'est l'émoi. Les marins pensent que les Anglais viennent les chercher, que la flotte française va apparaître pour les rejoindre. À bord du cuirassé Dunkerque, l'amiral Jean Soule, chef de la flotte française à Mers-el-Kébir, refuse l'accès aux destroyers britanniques, car cela contreviendrait aux clauses de l'armistice. Il envoie le lieutenant de vaisseau Dufay, un ami du commandant Holland, sur une vedette pour réceptionner le message. Au moment où la vedette de Dufay arrive le long du Foxhound, le destroyer britannique envoie un nouveau message dans un mauvais français, visible de toute la flotte. La Royal Navy espère que ces propositions vont vous permettre de se ranger à nos côtés pour que personne n'ait d'anxiété à l'avenir. La flotte britannique est au large pour vous accueillir. La menace est à peine voilée. Jean Soule apprend la présence de la flotte britannique, furieux qu'un tel message soit envoyé à toute sa flotte. Sur le Foxhound, le commandant Holland prévient Dufay qu'il a ordre de ne parler qu'à l'amiral Jean Soule uniquement. Face au refus de Jean Soule, irrité par la forme du message britannique, Holland remet une enveloppe à Dufay contenant l'ultimatum de Churchill. Sur les navires français, le message visuel décrypté a déjà fait le tour des équipages, c'est la joie. Tout le monde pense que l'on va apparier, continuer le combat contre les Allemands. Seuls les réservistes tentent de quitter les navires, refusant d'apparier. Ils sont rapidement renvoyés à leur poste.
Quelques minutes plus tard, sur le Dunkerque, l'amiral français lit l'ultimatum anglais. Jean Soult doit opter pour l'une des solutions suivantes. Appareiller pour continuer le combat aux côtés des Britanniques, appareiller avec un équipage réduit, sous contrôle britannique, afin de gagner un port anglais, conduire les navires aux États-Unis ou aux Antilles, sous escorte britannique, et enfin se saborder, c'est-à-dire couler ses propres navires. En cas de refus, Jean Soult est averti que la flotte britannique a ordre de couler ses navires. Pour l'amiral français, le fond et la forme sont inacceptables. Sans consulter l'amirauté ni ses adjoints, il envoie Dufay avec cette réponse. Conformément aux assurances déjà données, en aucun cas les navires français ne tomberont aux mains des Allemands ou des Italiens. Nous répondrons à la force par la force. En 1947, devant la Haute Cour de justice, Jean Soult déclara que c'est la forme du message qui a mis le feu aux poudres. La forme d'un ultimatum violent sans avertissement, lorsque quelques jours auparavant, Jean Soult assurait encore à l'amiral britannique Dudley North, venu spécialement de Gibraltar, que jamais les navires français ne tomberaient aux mains des Allemands. Sabordez-vous ou nous vous coulons, pour Jean Soult comme pour tout marin, cette menace est inacceptable. Mais malgré sa profonde anglophilie, Jean Soult n'aurait pas dû être surpris. Depuis le 18 juin, les manœuvres suspectes ou carrément agressives des Britanniques se sont multipliées contre des navires français du Canada à Dakar. L'amiral Darlan, le chef de la marine française, a plusieurs fois mentionné la possibilité d'attaques anglaises dans plusieurs messages, et la veille, le 2 juillet, un avion anglais a survolé le port de Mers el-Kébir. En juillet 40, Mers el-Kébir est une base navale récente dont la construction n'a commencé qu'en 1936, lorsque la menace italienne se précisa. Au matin du 3 juillet, la base est loin d'être terminée. La digue n'est pas complète, les quais et bassins ne sont pas construits, il n'y a pas de communication efficace avec la métropole. La défense côtière, qui ne possède que 4 canons de 194 mm, est désarmée conformément à la convention d'armistice. La flotte française de Mers el-Kébir est composée de 4 cuirassés, le Dunkerque, le Strasbourg, la Provence et la Bretagne, un porte-hydravion, le commandant Teste, et 6 contre-torpilleurs de différents tonnages. Le Dunkerque et le Strasbourg sont 2 cuirassés rapides modernes lancés dans le milieu des années 30. Conçus pour combattre les cuirassés légers allemands de la classe Deutschland, leur blindage n'est pas fait pour résister aux lourds obus de 381 mm en usage dans la Royal Navy. Ils sont en revanche bien plus rapides que les navires britanniques. Quant à eux, la Bretagne et la Provence sont 2 vieux cuirassés datant de la Première Guerre mondiale, modernisés en 1932. Ils demeurent puissants, mais sont handicapés par une portée limitée et surtout par une vitesse maximale de 20 nœuds. Les 6 contre-torpilleurs français sont en revanche redoutables, grâce notamment à leur vitesse de 40 nœuds pour certains, leurs torpilles et leurs canons de 138 mm. Les Britanniques connaissent bien les navires français sur lesquels ils ont embarqué comme officiers de liaison, avec qui ils ont navigué conjointement les mois précédents et n'ont donc aucune peine à opposer des navires supérieurs en nombre, voire en qualité. Ainsi, le vieux mais puissant croiseur de bataille HMS Hood, seul navire de ligne britannique aussi rapide que le Dunkerque et le Strasbourg, mais plus puissant, avec ses 8 canons de 381 mm. Les 2 vieux cuirassés HMS Valiant et Resolution surclassent la Bretagne et la Provence avec leurs 8 canons de 381 mm également, mais une portée et une vitesse supérieures aux navires français. Des croiseurs, des contre-torpilleurs et un porte-avions, l'Arc Royal, complètent ce dispositif puissant. Côté français, le porte-hydravion commandant Teste n'est pas conçu pour mener un combat aéronaval, et l'armée de l'air présente en Algérie refuse d'intervenir sans ordre écrit du ministre, qui de toute façon serait injoignable. La base n'étant pas achevée, les navires français sont mouillés selon un dispositif complexe qu'il est très important d'avoir en tête. À un intervalle d'environ 120 mètres, les cuirassés sont amarrés à la grande jetée par 2 câbles d'acier très tendus à l'arrière, qui maintiennent les navires perpendiculaires au quai, et à l'avant, 2 ancres sont à l'eau, avec le poids de 60 mètres de chaîne, soit 10 tonnes chacune en plus du poids de l'ancre. Relever une ancre prend un peu moins de 10 minutes, car il y a plus de 60 mètres de chaîne à remonter à l'aide d'un treuil électrique. Si déjà en pleine mer, le combat est inégal, il l'est encore plus avec la flotte française à quai
prise au piège. Dans cette disposition, l'essentiel des canons est pointé non pas vers le large, mais vers la terre, les cuirassés Dunkerque et Strasbourg ayant leurs canons principaux sur l'avant du navire. Ce sont ainsi près des 3/4 des canons de marine qui ne peuvent pas servir. La Bretagne et la Provence peuvent tirer avec une partie de leurs tourelles, mais sont gênés par le Strasbourg et le Dunkerque. Le Dunkerque est gêné par le Cap Kébir, et les navires français n'ont pas d'avion en l'air pour régler le tir. De leur côté, les Britanniques sont comme à l'entraînement. Les navires français sont fixes, en enfilade, et les avions anglais permettent de régler le tir. Sous la menace des canons, les navires français ne peuvent se permettre de conserver leur amarrage normal. Appareiller dans ces conditions prendrait des dizaines de minutes, quand il faut moins de 20 secondes aux obus anglais pour arriver. Pour avoir une chance d'échapper aux obus, il faut se préparer à partir au premier coup de canon. Remplacer les câbles d'acier à l'arrière par des haussières en chanvre, facilement largables ou sectionnables à l'aide d'une hache. Pour partir, il faut de nombreuses minutes pour remonter les dizaines de mètres de chaîne. En cas d'urgence, comme à Mers-el-Kébir ce 3 juillet 1940, il existe une procédure de largage d'urgence que le maître navigateur Simon, sur la frégate Bretagne à Brest, va nous expliquer. Bonjour à tous et bienvenue à Brest, je suis le maître Simon, navigateur, et je vais vous présenter à bord de la frégate Bretagne le principe de largage d'une ligne de mouillage en urgence. On se retrouve donc maintenant plage avant, où je vais vous présenter les éléments de la ligne de mouillage. Cette ligne de mouillage elle est composée d'une ancre et de l'ensemble de la chaîne qui va la retenir. On a repris l'ensemble du poids de la chaîne et surtout de l'ancre avec l'engin qui est ici, qui est une cravate. Une fois que la force de cette ancre est retenue par l'organe qu'on vient de citer, on va casser la ligne de mouillage à l'aide d'une maille démontable. Vous voyez ici les deux parties de la ligne de mouillage qui ont été séparées, et ce grâce à la maille démontable. Si on devait réellement larguer la ligne de mouillage de la frégate Bretagne, la maille démontable, elle se trouverait en situation de mouillage ici. Et donc c'est à cet endroit qu'on casserait la ligne, et la force, elle serait donc retenue ici par le stopper qu'on larguera pour le largage d'urgence. Les cuirassés de 1940 utilisaient un système légèrement différent. La chaîne est saisie à l'aide d'une bosse largable, la grosse pince métallique noire que vous voyez ici, juste avant la maille démontable. Lorsque l'on casse la ligne, le poids et la tension de la chaîne et de l'ancre sont supportés par cette bosse. Un simple coup de masse sur la bosse permet de l'ouvrir et laisser filer la chaîne, libérant ainsi le navire. 13h20. Les navires sont chauffés à blanc par le soleil d'Algérie. L'attente et la chaleur sont insupportables pour les marins français. Soudain, 5 avions britanniques s'approchent en formation et larguent des mines à l'entrée du port. Cet acte provoque la colère et l'incompréhension de toute la flotte française. S'ils veulent qu'on combatte avec eux, pourquoi miner l'entrée du port ? Des officiers veulent abattre les avions en représailles et d'autres voudraient appareiller pour se battre. Mais les ordres de Jean Soule sont formels, ne pas tirer les premiers. Cependant, Jean Soule fait accélérer les préparatifs. Les hommes qui étaient partis manger retournent immédiatement à leur poste. Désormais, plus personne ne songe à appareiller avec les Britanniques. La colère a envahi les équipages. 14h08. Somerville envoie un message à Jean Soule. « Si vous acceptez mes propositions, hissez un grand pavillon carré. Sinon, je dois ouvrir le feu à 15h. » Jean Soule fait rappeler au poste de combat, mais continue à temporiser. Il répond en indiquant qu'il n'a pas l'intention d'appareiller et qu'il attend des instructions de la métropole. Somerville donne un nouveau délai. 14h15. Le capitaine de vaisseau Collinet, commandant le Strasbourg, qui a bien compris la gravité de la situation, a déjà fait prendre de nombreuses dispositions bien avant que Jean Soule n'en donne l'ordre. En effet, il a fait couper au chalumeau les 2 chaînes d'acier à l'arrière. Ainsi, son cuirassé n'est plus tenu que par une haussière à l'arrière, prête à être sectionnée à la hache et sur 2 chaînes sur bosse à l'avant, largables en 15 secondes. Ces machines sont parées et les tourelles sont pointées en butée, 100 degrés tribord, vers la flotte britannique. Les dispositions sont prises sur la Provence et la Bretagne, mais ne vont pas aussi loin. Sur le Dunkerque, l'interférence entre l'état-major de Jean Soule et les officiers du bord pose problème sur le fonctionnement interne du navire. Des dispositions sont prises
mais sont mal coordonnées. En France, ce n'est que vers 11h que le contre-amiral Leluc, adjoint de Darlan, reçoit les premiers rapports de Jean Soule à cause du chaos qui règne en métropole et des difficultés de communication. À 13h09, sans en référer à personne, il ordonne à toute la flotte française de Méditerranée de rallier Mers-el-Kébir pour soutenir Jean Soule. Message non crypté, facilement intercepté par les Britanniques. Ces mesures sont approuvées par Darlan à 14h30. Mais les navires de Toulon ou d'Alger ne pourraient de toute façon pas être sur place avant le lendemain. 14h30, Jean Soule se résout finalement à recevoir Hollande. C'est l'entrevue de la dernière chance. Les équipages rompent du poste de combat. Pendant ce temps, l'amiral Lacroix ne tient plus. D'un naturel énergique et fougueux, il fait apparier ses contre-torpilleurs pour les positionner devant la passe, parés à sortir, parés au combat. Le Mogador et la Volta se mettent en route, mais Jean Soule, averti, leur ordonne de revenir au mouillage. Il ordonne également aux cuirassés de remettre les tourelles dans l'axe pour apaiser les esprits. 16h, la vedette du Foxhound, qui était partie rejoindre sa flotte, arrive enfin le long du Dunkerque, et Hollande monte à bord. Durant près d'une heure et demie, dans une chaleur étouffante, les négociations avancent. Jean Soule finit par donner à Hollande le fameux ordre du 24 juin de l'amiral Darlan, cet ordre secret qui ordonne aux navires français de se saborder ou d'appareiller pour les États-Unis en cas de menace de capture. Cet ordre que Churchill connaissait, mais qu'il a caché à l'amirauté et à Somerville. Hollande estime que cet ordre pourrait tout changer. Le visage trempé de sueur, il tente de communiquer en urgence avec Somerville. Mais il est trop tard. Alors que les négociations étaient sur le point d'aboutir, à 17h25, Jean Soule reçoit le dernier message de Somerville. Si une de nos propositions n'est pas acceptée à 17h30, il faut que je coule vos bâtiments. Jean Soule ordonne à sa flotte de larguer la première chaîne. Les contre-torpilleurs, Mogador en tête, larguent tout et foncent vers la passe quand Jean Soule leur ordonne à nouveau de stopper. Pendant quelques minutes, le silence est total dans le port. Dans les mâtures, les pavillons flottent. Les artilleurs scrutent l'horizon et sur la plage avant du Strasbourg, l'officier de manœuvre et le Bosco attendent le signal du commandant depuis la passerelle. L'amiral français raccompagne le commandant Hollande à la coupée de mer du Dunkerque, tandis que les clairons rappellent une dernière fois au poste de combat. Les deux hommes se serrent la main une dernière fois, dépités, et Hollande quitte le Dunkerque. « 17h55, une formidable bordée déchire le ciel. La première salve britannique tombe à l'est de la jetée. Immédiatement sur le Strasbourg, le capitaine de vaisseau Collinet fait sectionner le serre arrière, à gauche toute, machine tribord avant 120. Son cuirassé s'ébranle au milieu des gerbes d'eau et des explosions sur la jetée. Très vite, le navire tremble, commence à avancer. En s'appuyant sur sa chaîne bâbord, il entame son virage rapidement. La Bretagne largue successivement ses deux chaînes et le commandant Le Pivin donne ses premiers ordres, tandis que le Strasbourg le dépasse déjà à 7 nœuds. La Provence largue tout, sauf une petite haussière à l'arrière, prête à être sectionnée. Elle ouvre le feu sur le Hood avec 3 de ses 5 tourelles, les 3 qui ne sont pas gênés par le Dunkerque. Mais tandis que les hydravions français décollent pour guider le feu et que les obus tombent partout, le Dunkerque reste collé à quai. Parce que les ordres n'ont pas été donnés en amont et que l'organisation du bord est déficiente. Laissé seul plage avant pour larguer les chaînes, le quartier-maître désigné par l'officier de manœuvre se cache à l'abri de la tourelle, terrorisé par la déflagration des tirs de la Provence qui passent à quelques mètres de sa tête et font trembler tout son navire. À l'arrière, ce n'est pas une haussière en chanvre qui retient le Dunkerque, mais un lourd câble d'acier que l'on doit larguer depuis le quai. Juste à côté, la Provence attend et son commandant trépigne alors que les obus anglais pleuvent. Les ordres de Jean Soule sont de laisser le Dunkerque, plus rapide, partir devant lui. La deuxième salve anglaise défonce la jetée, dont les gravats sont projetés sur le Dunkerque et sur le Strasbourg. Le tir britannique est désormais réglé, et la troisième salve atteint la Bretagne, qui commençait à avancer. Un obus explose dans une soute à munitions arrière, un autre en machine. Le navire explose
et embarque des tonnes d'eau par l'arrière, tandis que les incendies se propagent. Un troisième obus tombe à l'endroit exact où se trouvait le Strasbourg moins d'une minute avant. Celui-ci est touché par des éclats d'obus et des débris de la Bretagne. De son côté, juste après avoir commencé à ouvrir le feu à 18h, le Dunkerque est touché par une salve groupée de 4 obus de 381 mm. Si les dégâts des 2 premiers obus sont mineurs pour le Dunkerque, ce n'est pas le cas du troisième qui traverse le blindage du navire au centre et explose au niveau des machines arrière. Le 4e obus explose lui au niveau des chaudières. Pour le Dunkerque, qui a tiré 22 obus en 7 minutes, la seule solution pour éviter de couler sur place est l'échouage au fond de la baie. Dès l'impact sur le Dunkerque, le capitaine de vaisseau Barrois, commandant la Provence, fait sectionner la dernière haussière à l'arrière et appareille enfin. La Provence a déjà tiré 12 salves vers les Britanniques, mais a du mal à ajuster son tir, trop court. Une de ces salves encadre néanmoins le Hood, blessant 2 marins anglais. Soudain, à 18h03, alors qu'elle commence à s'éloigner du quai, la Provence est touchée à son tour par un obus de 380 qui transperce une conduite vapeur. Les incendies se multiplient, obligeant Barrois à noyer les soutes à munitions. Face aux incendies et à la voie d'eau, Barrois mouille dans le port et cesse le tir. Le navire finira par s'échouer volontairement pour éviter de couler. Au moment où la Provence est touchée, le Mogador a franchi les passes et fonce vers la flotte ennemie. Mais à son tour, le contre-torpilleur amiral est coupé en deux par un obus anglais qui fait exploser ses grenades anti-sous-marines. Le Volta, qui les suivait de près, a à peine le temps d'éviter le Mogador et continue sa route. Les contre-torpilleurs sortent du port au milieu des gerbes anglaises. Si les dégâts du Dunkerque, de la Provence et du Mogador sont importants mais pas dramatiques, il n'en va pas de même pour la Bretagne. Transformé en brasier en quelques minutes à peine, le cuirassé commence à chavirer. De nouveau touchée, la Bretagne est soufflée par une immense explosion et commence à sombrer sous les yeux des marins du Strasbourg. Car le Strasbourg est intact. Sa dernière chaîne larguée une fois le virage amorcé, le cuirassé fonce vers la sortie du port. Il double le Mogador en feu et tire sur le Hood qui s'est aventuré un instant hors de l'écran de fumée camouflant les Britanniques. Hors du port, loin devant, les contre-torpilleurs Volta et Terrible engagent à leur tour le combat contre les destroyers britanniques. À 18h12, gêné par les fumées qui envahissent le port, mais aussi répugnant à sa tâche, Somerville fait cesser le feu. Le Dunkerque et la Provence viennent de s'échouer pour éviter de couler. Leurs équipages se battront contre les violents incendies et les voies d'eau jusqu'à 3h du matin pour la Provence. Tandis que les contre-torpilleurs se rapprochent du Strasbourg pour l'escorter vers Toulon, la fumée se dissipe sur le port de Mersel-Kébir. L'eau est recouverte de mazout. Partout, des blessés et des cadavres. Plus de 250 obus de 380 mm sont tombés sur la rade en moins de 10 minutes. Le commandant Test, miraculé car quasiment intact, n'a pas bougé. Alors que le calme revient dans le port, son équipage s'emploie à sauver les blessés encore à la mer, recouverts de mazout. Partout, des embarcations et des remorqueurs du port repêchent survivants et cadavres. Plus à l'est, le Strasbourg fonce le long de la côte, escorté par les contre-torpilleurs. Indemne en dehors de quelques éclats d'obus, il est finalement repéré par un avion britannique qui signale sa position à Somerville, qui se lance alors à sa poursuite. Mais il est trop tard. En dehors du Hood, aucun navire britannique n'est assez rapide. Le Strasbourg essuie sans difficulté quelques attaques aériennes du porte-avions Ark Royal jusqu'à la tombée de la nuit, avant que Somerville ne rompe définitivement l'engagement. Le lendemain, 4 juillet, l'amiral Esteva, commandant de la flotte française de Bizerte, publie un communiqué plus que maladroit annonçant que le Dunkerque est indemne.
À la lecture de ce communiqué, Churchill est furieux. Le Strasbourg s'est échappé et le Dunkerque est prétendument indemne. Il ordonne à Sommerville de retourner achever le cuirassé français. Le 6 juillet, la mort dans l'âme, Sommerville se présenta à nouveau devant le port militaire d'Oran. À l'aube, les avions torpilleurs attaquèrent le Dunkerque, toujours échoué au fond de la baie. Les torpilles britanniques firent exploser le patrouilleur Terre-Neuve, amarré à couple du cuirassé, explosion qui endommagea gravement le Dunkerque. Le bilan de ces deux attaques est lourd. 1297 Français ont péri, 2 cuirassés et un contre-torpilleur ont été endommagés, un coulé, le cuirassé Bretagne, dont le pavillon repose désormais à Brest, à bord de la frégate, ayant repris le nom du cuirassé de 1940. Renfloué et réparé, le Dunkerque, la Provence et le Mogador quittèrent Mers-el-Kébir les mois suivants pour rejoindre le cuirassé Strasbourg à Toulon. Le 27 novembre 1942, après l'invasion de la zone libre française par Hitler, les navires rescapés de l'attaque de Mers-el-Kébir, ainsi que les autres navires présents à Toulon ce jour-là, se sabordèrent afin d'éviter la capture par l'armée allemande. Mers-el-Kébir a fait couler beaucoup d'encre depuis 1940. Nous n'allons pas ici relancer les débats, mais rappeler que les marins britanniques ont fait le travail à minima. Malgré les plus de 1000 morts tragiques, les dégâts auraient pu être bien plus lourds pour la marine française. Sommerville ayant en effet été vivement critiqué par Churchill pour son manque d'agressivité, notamment en laissant s'enfuir le Strasbourg et cessant le tir bien rapidement. Lors de l'écriture de ses mémoires, le commandant du Kersin, l'un des contre-torpilleurs ayant réussi à s'échapper de Mers-el-Kébir, écrivit cette phrase qui reflète l'esprit de beaucoup de marins du moment. En sortant du port sous le feu, mes sentiments furent partagés. D'un côté, je pensais que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour couler le porte-avions Ark Royal. De l'autre côté, au plus profond de mon cœur, je sentais qu'en cas de succès, je porterais un coup fatal à la cause de la liberté.